Bonjour et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, le parquet de Paris a déclaré que l'homme soupçonné d'avoir abattu 3 Kurdes à Paris la semaine dernière a été mis en examen. Depuis cet événement tragique, plusieurs manifestations de la communauté kurde ont eu lieu dans les rues de Paris, aboutissant parfois à des scènes de violence. L'auteur de la fusillade, âgé de 69 ans, conducteur de train à la retraite, a été arrêté vendredi après que 2 hommes et une femme ont été abattus dans un centre culturel et un café kurde dans le 10e arrondissement de Paris. Ses proches parlent de changement radical de comportement après qu'il a été victime d'un cambriolage en février 2016. En juin dernier, la justice l'a condamné à 1 an de prison pour avoir grièvement blessé au couteau les cambrioleurs. En garde à vue à l'époque, il s'est décrit comme dépressif et suicidaire et avait alors déclaré, je cite, « J'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers depuis ce cambriolage ». Les meurtres ont stupéfié la communauté kurde qui s'apprêtait à commémorer le 10e anniversaire du meurtre non élucidé de 3 militants et ont suscité des protestations qui ont débouché sur des affrontements avec la police au cours du week-end. Dans un communiqué, le parquet a déclaré que l'enquête menée par un juge spécialisé portera sur les chefs d'accusation de meurtre, de tentative de meurtre et de détention d'armes sans autorisation. Les représentants kurdes ont demandé que la fusillade soit considérée comme une attaque terroriste. Une manifestation silencieuse a eu lieu lundi après-midi à l'endroit de la fusillade. Beaucoup attendaient le dernier lot de dossiers Twitter, en anglais Twitter Files, qui a été publié lundi matin. Il montre comment le gouvernement américain a fait pression sur Twitter pour censurer les informations sur le Covid-19 et les vaccins. Le journaliste David Zweig a publié les dossiers. Selon lui, d'innombrables publications ont été retirées ou étiquetées comme trompeuses parce qu'elles ne s'alignaient pas sur les directives des CDC ou les points de vue des principales institutions autour du Covid-19 ou des vaccins. Jason Perry de NTD nous en parle. L'année dernière, le gouvernement américain a parlé ouvertement de ses attentes vis-à-vis de Big Tech et de la désinformation sur le Covid-19. Voici le chirurgien général, le Dr Vivek Murthy. Nous leur demandons de fonctionner avec plus de transparence et de responsabilité. Nous leur demandons de surveiller de plus près la désinformation. Nous leur demandons de prendre systématiquement des mesures contre la désinformation, les super propagateurs sur leur plateforme. Mais selon les dossiers Twitter qui ont été publiés lundi, la Maison-Blanche était très en colère après la réunion avec Twitter. Et l'équipe de Biden pensait que Twitter n'en faisait pas assez pour déplatformer certains comptes. De nombreuses personnes considèrent qu'il s'agit d'une violation de la liberté d'expression, car le gouvernement aurait fait pression sur une entreprise privée pour qu'elle censure des propos. Lundi, le professeur épidémiologiste de Harvard, le Dr Martin Kulldorff, a fait part de ses réflexions sur les dossiers Twitter à Jan Jekielek de l'émission American Thought Leaders de The Epoch Times. Pour rester sur la plateforme, car c'est un moyen important de communication. J'ai dû m'auto-censurer. Et d'autres personnes vont s'auto-censurer. C'est dévastateur pour la santé publique. Nous avons contacté la Maison-Blanche et nous inclurons leurs commentaires dès qu'ils répondront. Plus d'informations sur la façon dont le gouvernement aurait fait pression sur Twitter pour censurer les informations sur le Covid-19 peuvent être trouvées sur la page Twitter de David Zweig. Jason Perry, NTD Actualité. Aux États-Unis, les républicains de la Chambre des représentants ont signalé qu'ils veulent mener une enquête approfondie sur le FBI une fois au pouvoir. Ce développement intervient à la lumière des révélations des Twitter Files. Celles-ci ont révélé que l'agence aurait exercé une grande influence sur les décisions politiques de l'entreprise de réseaux sociaux. Un reportage de Daniel Monaghan de NTD. Le député américain Jim Jordan affirme que le bureau doit faire l'objet d'une enquête similaire à celle de la commission Church. La commission Church a enquêté sur les abus de la CIA, du FBI et d'autres agences. Elle était dirigée par le sénateur Frank Church. Les enquêtes ont révélé le désormais tristement célèbre programme MKUltra de la CIA. Il s'agissait d'un programme illégal d'expérimentation sur les humains. L'objectif était de trouver des drogues que les interrogateurs pourraient utiliser pour briser les gens et les forcer à avouer tout en utilisant le lavage de cerveau et la torture psychologique. Le député Jordan a raconté à Fox News comment un lanceur d'alerte a décrit le FBI. Pourri jusqu'à la moelle. Dans ce bureau de Washington, dans les échelons supérieurs du FBI, c'est ce que nous disent non pas un, mais plusieurs lanceurs d'alerte. Le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, appelle également à l'action. Il affirme que les entreprises privées sont devenues un bras politique du FBI pour s'en prendre aux individus, sans aucune répercussion. Il appelle également à une enquête du type de celle de la commission Church. Voici McCarthy sur Fox News. Le nombre de lanceurs d'alerte qui se sont manifestés, qui nous ont parlé. Cela va être une situation beaucoup plus importante que les gens ne le réalisent.
Le journaliste Matt Taibbi a publié d'autres fichiers internes de Twitter au cours du week-end. Ceci suggère que le FBI a chargé des membres de son personnel de rechercher des violations des conditions de service de Twitter afin d'obtenir la suspension de compte. Taibbi a publié un message datant du 20 novembre et provenant de James Baker, avocat de Twitter à l'époque, lui-même ancien fonctionnaire du FBI. Dans cet email, Baker note qu'il est, je cite, « étrange que le FBI recherche des violations de nos politiques ». En réponse au récent rapport détaillant les interactions du FBI avec Twitter, l'agence fédérale a affirmé que les théoriciens du complot tentent de nuire à son travail. Daniel Monaghan, NTD Actualité. La Chine pourrait connaître la plus grande épidémie de Covid-19 au monde. On estime que 37 millions de personnes contractent le virus du PCC chaque jour. C'est ce qui ressort de la fuite de propos tenus lors d'une réunion de l'organisme de santé le plus important du pays. La fuite a été confirmée par plusieurs médias. Jérémy Sandberg de NTD nous en parle. Il est difficile de connaître les chiffres réels de la Chine en ce qui concerne le Covid, car le Parti communiste chinois ou PCC n'a guère été transparent depuis le début de la pandémie. Mais d'après le compte-rendu d'une réunion interne de la Commission nationale de la santé en Chine, qui a fait l'objet d'une fuite la semaine dernière, les responsables affirment qu'environ 250 millions de personnes ont été infectées par la maladie au cours des 20 premiers jours de décembre. Cela représente environ 18% de la population chinoise. Ce chiffre est exponentiellement plus élevé que le décompte officiel du régime. S'il est exact, il ferait de l'épidémie chinoise la plus importante au monde. Bloomberg et d'autres médias ont confirmé ces notes auprès de responsables anonymes ayant participé aux discussions. Une capture d'écran du compte-rendu de la conférence circulante en ligne montre que le virus semble échapper à tout contrôle, en particulier à Pékin et dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Il semble y avoir touché plus de la moitié des habitants. Après 3 ans d'une politique stricte de zéro Covid, les Chinois n'ont que peu d'immunité naturelle contre le virus du PCC. Le procès-verbal cite 12 sous-variants majeurs d'Omicron trouvés en Chine. Les 3 plus répandus sont le BA5, BF7 et BM7. La façon dont l'agence est parvenue à ces chiffres n'est pas claire, le pays ayant abandonné les tests de masse obligatoires au début du mois. Mais les chiffres semblent cohérents avec les preuves anecdotiques d'un pic d'infection et de décès dans tout le pays, y compris parmi le cercle d'élite du PCC. Les chiffres s'alignent également sur l'analyse de chercheurs du Royaume-Uni qui prévoit jusqu'à 279 millions de cas dans le pays, avec jusqu'à 2,1 millions de décès. La vague de virus a surchargé les morgues et les hôpitaux de toute la Chine. Les experts prévoient que le pic dans l'ensemble du pays aura lieu en janvier, lorsque des dizaines de millions de personnes traverseront la Chine pour célébrer le nouvel an lunaire en famille. Jérémy Sandberg, NTD Actualité. Le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a démenti une information selon laquelle elle aurait fourni des munitions à la Russie, la qualifiant de sans fondement. Les États-Unis et le Royaume-Uni étaient arrivés à la conclusion que les Nord-Coréens avaient fourni des armes au groupe mercenaire russe Wagner pour soutenir les forces russes qui combattent en Ukraine. Vendredi, le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a démenti une information diffusée par les médias selon laquelle Pyongyang aurait fourni des munitions à la Russie. Cette information a été rapportée pour la première fois par le journal japonais Tokyo Shimbun. Il avait déclaré que la Corée du Nord avait expédié des munitions à la Russie par train à travers leurs frontières communes le mois dernier, y compris des obus d'artillerie, et que d'autres étaient attendus dans les semaines à venir. La Maison-Blanche a déclaré jeudi que le groupe Wagner, une société militaire russe privée, avait reçu une cargaison d'armes en provenance de Corée du Nord dans le but de renforcer les forces russes en Ukraine. Le Royaume-Uni a également déclaré qu'il était parvenu à la même conclusion et a condamné cette action. Mais le directeur Yevgeny Prigozhin de Wagner a qualifié ses propos de ragots et de spéculation. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a déclaré que le rapport était sans fondement. Je cite, « Le faux rapport des médias japonais selon lequel notre pays aurait offert des munitions à la Russie est absurde. La déclaration ne faisait aucune mention de Wagner. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu'il surveillait les activités de la Corée du Nord et s'inquiétait d'éventuelles transactions d'armes avec la Russie. Les autorités allemandes déclarent avoir arrêté un employé de son service de renseignement extérieur soupçonné d'avoir partagé des secrets d'État avec la Russie.
Le bureau du procureur fédéral a déclaré que la police avait arrêté un citoyen allemand en début de semaine à Berlin et avait perquisitionné son appartement et son lieu de travail. Le bureau a déclaré que l'homme, qui est soupçonné de trahison d'État, a partagé des informations qu'il a obtenues dans le cadre de son travail avec une agence de renseignement russe. L'appartement et le lieu de travail d'une autre personne ont également été perquisitionnés. Les autorités allemandes ont mis en garde contre une probable intensification de l'espionnage russe compte tenu du bras de fer entre le Kremlin et l'Occident au sujet de l'invasion de l'Ukraine. Berlin a expulsé 40 espions russes en avril selon son agence de renseignement intérieur. La Croatie commencera à utiliser la monnaie commune de l'Europe, l'euro, à partir du 1er janvier. Il s'agit d'une décision historique, 3 décennies après la séparation du pays de l'ex-Yougoslavie. Le Premier ministre croate a déclaré que la Croatie serait la seule nation de l'histoire à rejoindre les zones Schengen et euro le même jour. Le pays des Balkans sera le 20e à adopter l'euro. La monnaie nationale de la Croatie est la kuna. Elle a été introduite après que le pays s'est séparé de la Yougoslavie. La Croatie a rejoint l'Union européenne en 2013. Pour adopter l'euro, le pays doit remplir un ensemble de conditions économiques strictes, notamment avoir un taux de change stable, une faible inflation et des dépenses publiques saines. Le pays est maintenant prêt à changer de monnaie. La plupart des équipements de traitement des espèces ont été adaptés pour accepter les billets et les pièces en euros. La kuna croate et l'euro seront utilisés conjointement pour les paiements en espèces pendant 2 semaines. Après cela, les transactions en espèces se feront uniquement en euros. Au Royaume-Uni, certains propriétaires de pubs ont pensé à ceux qui pouvaient passer le jour de Noël seuls. La propriétaire du pub The Crown à Feckenham est l'une d'entre eux. En début de semaine, elle a offert un dîner de Noël gratuit aux personnes seules. Jen Warrell de NTD s'est entretenue avec elle. Bonjour Ali, merci d'être venu. Pouvez-vous me parler du dîner de Noël que vous avez organisé récemment dans votre pub et du fait que vous offrez des repas gratuits aux gens? Je vis dans une petite ville du nord de Norfolk appelée Feckenham. C'est une ville très orientée vers la communauté. J'ai beaucoup de personnes âgées qui viennent régulièrement au Crown. J'ai donc commencé à penser au nombre de personnes qui allaient être seules le jour de Noël. C'est comme ça que tout a commencé. Nous l'avons mise en place et avons commencé à inviter les gens sur les réseaux sociaux en annonçant que le 19 décembre, nous organisions un événement gratuit. J'ai demandé des volontaires, des gens pour venir aider à descendre les tables. L'idée était que les personnes qui allaient passer le jour de Noël seules puissent venir et manger une dinde, manger des biscuits, discuter avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et comment était-ce le jour J? Je crois savoir que c'est la première fois que vous le faites. C'était fabuleux. Nous avions une nouvelle femme vicaire. Elle a fait venir la chorale. Et nous avions des volontaires de Feckenham qui sont venus et c'était juste superbe. C'était une si belle atmosphère. C'était chaleureux. Tout le monde s'est amusé. Qu'est-ce qui vous a incité à le faire cette année? Je pense simplement aux gens qui vont passer Noël seuls. Les prix de l'électricité ont augmenté. Tous les prix ont pris l'ascenseur. Mais c'était surtout pour les gens qui vont passer le jour de Noël tout seuls. Nous voulions qu'ils viennent passer un jour de Noël ici et qu'ils s'amusent. Et nous avons eu une bonne réponse de la communauté avec des volontaires qui sont venus. C'était vraiment une belle journée. Je suis sûre qu'ils ont tous apprécié le dîner. Merci beaucoup à Ali Hannaman d'être venu. Merci. Passer du temps dans des environnements enneigés peut aider à améliorer l'estime de soi, selon une étude récente menée par des psychologues du Royaume-Uni et de la Pologne. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur la façon de gagner de la confiance dans le froid. Avez-vous confiance en vous? Selon une équipe de scientifiques de Pologne et du Royaume-Uni, un environnement comme celui-ci peut être cliniquement bénéfique pour les personnes qui ont une mauvaise image de leur corps. Pierre Swamy est professeur de psychologie sociale et l'auteur principal de l'étude. Dans nos recherches, nous avons montré que l'exposition aux environnements naturels ou à la nature, en termes très simples, est associée à une image corporelle plus positive. Les personnes qui passent du temps dans la nature éprouvent un bénéfice immédiat en termes d'image corporelle positive. Swamy et son équipe ont mené une expérience sur un groupe de 87 femmes.
Ils voulaient voir si la neige procurait les mêmes bénéfices que d'autres environnements. Toutes les études précédentes se sont donc concentrées sur ce que nous appelons les espaces verts ou bleus. Ce sont des espaces qui sont essentiellement verts, comme les forêts, ou qui ont de l'eau, comme le bord d'une rivière ou la plage. Les participants à l'étude ont passé des tests et répondu à des questions médicales standards, avant et après avoir fait une promenade dans un bois enneigé. Il n'a jamais été examiné si un environnement blanc naturel, donc un environnement enneigé, aura le même effet, et c'est ce que nous avons entrepris de tester dans cette étude particulière. Des améliorations ont été constatées tant au niveau de l'humeur que de l'estime de soi. Après 40 minutes, les personnes ont obtenu des scores plus élevés en matière d'appréciation de leur corps et de compassion envers elles-mêmes. En termes très simples, faire une promenade dans un environnement enneigé a eu un effet positif immédiat sur l'appréciation du corps ou l'image corporelle positive. Swami souhaite réaliser d'autres études pour voir si la neige est plus réparatrice que d'autres paysages naturels. Andrew Thomas, NTD Actualité. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi NTD Actualité. Je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.